Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à notre présentation. Je représente la société Archimède, que je vais présenter brièvement, et je passerai la parole à notre client, le C2RMF, qui se présentera, qui vous expliquera le projet qui a été mené. Au niveau des slides, je ne sais pas qui... Il y a une télécommande ou... Ah. Voilà. Donc bienvenue sur le stand Archimède. Alors pour vous expliquer brièvement qui nous sommes, Archimède, nous sommes un éditeur de solutions logicielles de gestion et valorisation. Alors on est historiquement connu pour la partie bibliothèque. Donc on a des clients, on a plus de 500 clients sur tout le territoire national, mais également à l'étranger, en Belgique, en Suisse ou Afrique. On gère des collections documentaires et on les valorise à travers une partie portail. Donc on existe depuis 31 ans. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. On travaille avec le marché de la culture que je représente au niveau des médiathèques, mais aussi des musées, des services d'archéologie ou patrimoine, même archives, notamment au niveau de la valorisation. On est aussi présent sur un deuxième marché qui est le management de la connaissance, à travers une autre marque qui s'appelle Alfeo, mais toujours avec la même solution qui s'appelle Syracuse, une solution donc unifiée et moderne qui évolue grâce à une belle équipe. On est 80 chez Archimède à travailler sur ce seul outil. Alors, pour que vous compreniez avec qui on travaille, on a à la fois le lecteur public, on a mis quelques références, mais on en a à peu près 300. Par exemple, deux bibliothèques nationales qui sont la Bibliothèque royale de Belgique, mais également la Bibliothèque nationale de Tunisie. On travaille sur de gros réseaux comme celui de Grenoble ou du Grand Poitiers, il y en a d'autres. On travaille aussi avec les musées, que ce soit avec des centres de documentation de musées depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la gestion de collections directement et toujours dans l'idée aussi de valoriser votre travail et vos collections à travers Syracuse sur la partie portail, c'est-à-dire site web. Et nous avons d'autres références historiques comme la Philharmonie de Paris, avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Nous avons 8 portails avec eux. Nous avons de belles réalisations comme le département du Lot ou la Nouvelle-Aquitaine, où nous avons des portails patrimoniaux. Donc on s'éloigne du monde de la bibliothèque. Comme tous à l'Opéra, où on valorise les événements des opéras de France. Alors aujourd'hui, Archimède, comme je vous le disais, c'est à peu près 500 clients. Les 2 tiers sont en cloud. Ça suit l'évolution moderne. C'est-à-dire qu'on peut installer la solution chez vous, mais on peut aussi l'héberger. Ça représente à peu près 4000 professionnels actifs dans ce qu'on appelle la communauté Syracuse. C'est-à-dire que tous nos clients, c'est le cas du C2RMF, ont accès à cette communauté-là pour à la fois bénéficier des remontées d'autres clients, pouvoir... aussi, eux, faire des demandes d'évolution du produit. C'est ce qui nous permet, nous, de faire évoluer Syracuse avec des nouveaux besoins. On a plus de 10 développeurs derrière qui font évoluer le produit et qui font en sorte que chaque évolution de Syracuse bénéficie à tout le monde de manière gratuite. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous avez des questions. Et je vais passer la main à Valérie Chanu-Imbert et Pascal Gillet. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Alors moi je suis... Ah, si on peut passer là... Démarrer, ouais. Je suis Valérie Chanu-Imbert, je suis responsable du département archives et bibliothèques du Centre de recherche et de restauration des musées de France et responsable du réseau des bibliothèques des musées nationaux. Alors juste un petit point sur le Centre de recherche et de restauration des musées de France, puisque c'est un service à compétence nationale du ministère de la Culture. Ce n'est pas forcément une structure qui est très très connue et ça vous permettra de comprendre ce que l'on peut trouver dans le catalogue collectif que présentera ensuite ma collègue Pascal Gillet. Les missions du C2RMF, très vite, on analyse, il faut savoir qu'on reçoit plus de 1200 œuvres dans notre établissement.
On effectue des analyses scientifiques, de la datation, de la recherche sur les matériaux et les techniques sur les œuvres. Il y a tout un volet conservation et restauration des œuvres d'art aussi. On travaille aussi en matière de conservation préventive. Je vous réexpliquerai très rapidement après. Il y a une contribution en matière de contrôle scientifique et technique de l'État en matière de conservation et restauration des collections dans les musées. Il y a tout un volet documentation et archivage des données que l'on gère, et ça c'est ma partie, c'est la responsabilité de mon département. Et puis on pilote depuis 2016 le réseau des bibliothèques des musées nationaux, ça aussi ça fait partie de mes attributions. Et puis bien évidemment il y a une diffusion des connaissances puisque on gère l'édition d'une revue qui s'appelle Techné. Le centre de recherche, donc, comme je vous disais, c'est un service du ministère de la Culture, un centre pluridisciplinaire, parce qu'on est à peu près 150 agents, des scientifiques, des conservateurs, des restaurateurs, mais aussi des documentalistes, des bibliothécaires, des photographes. On est sur 3 sites, donc ça c'est un peu compliqué aussi, puisque en fait, on n'est pas uniquement sur Paris, mais on est aussi sur Versailles. Le centre de recherche est aussi un centre de ressources documentaires donc, qui fait partie, vous l'avez compris, du département archives et bibliothèques. Et puis on dispose d'équipements de pointe, dont l'accélérateur de particules Aglaé, qui est le seul accélérateur au monde dédié aux œuvres d'art. Donc je vous disais 3 sites, le pavillon de Flore, qui est une des ailes du Louvre, le Carrousel, qui est en sous-sol, et puis la petite écurie du Roi à Versailles, qui est en face du château de Versailles. Donc 3 sites plutôt prestigieux. 4 départements, donc très rapidement, restauration, recherche, conservation préventive et archives et bibliothèques. Ouais, je veux bien. Un département recherche, donc pour rentrer un petit peu dans le détail, on étudie les œuvres d'art en fonction de leurs matériaux, de leurs techniques de production. On évalue leur degré de détérioration et les méthodes de conservation. Tout ça pour vous expliquer, tout ça on va le retrouver dans notre bibliothèque aussi. Ah ben mince. Le département restauration, ouais, je veux bien que tu passes. Un département restauration, là encore, l'objectif est d'accueillir les œuvres d'art dans les ateliers de restauration. Donc on assiste, il y a une assistance en matière de travaux de restauration et une contribution au contrôle scientifique et technique de l'État. La conservation préventive, je crois d'ailleurs qu'il y a eu une intervention de ce département il n'y a pas très longtemps ici. Fournir une expertise et des conseils aux conservateurs travaillant dans le domaine de la conservation préventive. Là encore, on a développé une collection dans notre bibliothèque autour de cette thématique. Donc on va la retrouver dans le catalogue collectif. Et puis, le dernier département, archives et bibliothèques, constitué de 2 filières. Donc c'est gérer, enrichir, cataloguer, mettre à disposition l'ensemble des données produites par le C2RMF, développer des bases de données, donc une base de données qui s'appelle Eros, et une autre, le fameux catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. Et parmi nos missions, on a aussi celle d'animer le réseau des bibliothèques des musées nationaux. Donc on a 2 filières. Et donc qu'est-ce que le réseau des bibliothèques des musées nationaux ? En fait, c'est un réseau de bibliothèques patrimoniales, d'art et d'histoire, de recherche, vous avez bien compris que ça nous concernait de prime abord, et d'études spécialisées en art et en archéologie. Et depuis 2016, ce réseau est piloté par le C2RMF. Les bibliothèques du réseau sont un peu éparpillées sur toute la France. Donc il y a effectivement une grande partie qui est centralisée sur l'Île-de-France, sur Paris, mais pas que. Quelques bibliothèques en Nouvelle-Aquitaine, d'autres dans le sud de la France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une en Bourgogne, et puis d'autres, les dernières séries, dans les Hauts-de-France. Le réseau des bibliothèques des musées nationaux, aujourd'hui, c'est 65 bibliothécaires professionnels, des documentalistes, des archivistes, aussi, il faut savoir que pas forcément des bibliothécaires purs, et qui travaillent pour les bibliothèques de musées nationaux, d'études et de recherche. Elle catalogue des fonds bibliographiques et des fonds de publication en série dans la base de données du réseau. C'est donc le catalogue mutualisé, notre catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, c'est un peu long, Elle traite des fonds patrimoniaux qui sont indexés dans des bases de données de gestion des œuvres, mais aussi signalés dans CCFR. Et puis, elle conserve aussi des fonds spécifiques qui ne sont pas toujours catalogués, parce que vous vous doutez bien que tout n'est pas forcément dans le catalogue. Et il y a des fonds iconos très spécifiques, et je vais vous en présenter quelques-uns, qui sont aussi dans les bibliothèques.
Donc quelques exemples de fonds. On a, alors bien évidemment, on met en valeur notre bibliothèque avant tout, des monographies et des périodiques qui sont axés sur les thématiques que je vous ai présentées. Donc la restauration, la typologie des matériaux, la conservation préventive, les sciences et techniques. On a des fonds aussi qui proviennent de donations, de donations de restaurateurs privés. Et on a un fonds d'ouvrages précieux sur les techniques employées en art. Donc voilà, Pascal vous a mis un petit exemple, école de la miniature, dans laquelle on peut aisément apprendre à peindre sans mettre, avec le secret de faire les plus belles couleurs. Voilà, on a quelques petits ouvrages comme ça qui sont des pépites. On a la bibliothèque du musée Guimet aussi, qui est dans ce réseau, qui a des huiles sur toile et des dessins de Félix Régamet. On a la bibliothèque du château de Versailles, il y a les livres, il y a des salonniers, il y a voilà, ces séries d'ouvrages qui sont précieux. La bibliothèque du musée Chagall aussi, des revues illustrées, des lithographies, des affiches lithographiées aussi. Peut-être que tu peux passer, je ne sais pas quelle heure il est pour être sûr de... Ouais, c'est bon. La bibliothèque du musée Magnien aussi, des catalogues de vente qui proviennent de la famille Magnien. On a la bibliothèque du musée d'archéologie nationale, 800 titres de périodiques sur l'archéologie. La bibliothèque du musée de Cluny, un fonds d'articles de Geneviève Souchal, et puis des tapisseries aussi, un grand fonds de tapisserie de 14e et 16e siècle. Et puis, dans la bibliothèque du musée Adrien Desbouchers, il y a des dons du ministère de l'Industrie et des Beaux-Arts, des mécènes, et on a effectivement quelques très beaux ouvrages de botanique. Voilà, tout ça pour vous dire que dans ce réseau, on est constitué, il y a une trentaine de bibliothèques, je ne vous ai pas donné le nombre, et ces 30 bibliothèques, en fait, constituent le réseau qui est un outil de mutualisation pour améliorer l'efficacité collective. Alors, la mise en œuvre du réseau, puisque en fait on est tête de réseau depuis 2016, excusez-moi. Il y a eu des prises de fonction pour l'organisation de ce réseau en 2017. Et voilà, le réseau est géré par 3 personnes. Donc Pascal, Lucie Tanguy qui n'est pas là aujourd'hui mais qui se charge des fonds périodiques et moi-même. Je vous disais qu'on était tête de réseau, c'est-à-dire qu'en fait, on réunit à peu près, on organise des journées professionnelles, on identifie des pilotes aussi pour nous aider à partager nos pratiques métiers, donc on rédige des référentiels dans le catalogue collectif, Pascal Gillet vous en parlera. On a monté des marchés, notamment le marché pour Archimède. On assure la gestion fonctionnelle du CCBMN, et donc ça, ce sera la partie de Pascal qui vous la présentera dans le détail ensuite. On a fait effectivement, on est force de proposition au sein du réseau parce on pilote ce réseau, mais et du coup on instaure tout un tas de process et de pratiques. Notamment, vous avez vu, le réseau est étalé sur toute la région, sur le territoire national, et par conséquent, pour des raisons aussi d'économie, parfois on instaure du PEB, donc on met en place des navettes. Enfin voilà, on s'organise comme on peut. Et donc on a oui, c'était bon. C'est pas grave, je me débrouille. Donc en fait, on a une gestion assez, comment dirais-je, qui est assez horizontale, c'est-à-dire que vous l'avez compris, on est force de proposition, on s'appuie sur les personnes ressources. Et en parallèle de ça, il y a une administration centralisée, une répartition collégiale des actions pour une mutualisation efficace. C'est un peu pompeux, mais c'est la réalité, et on vous l'expliquera notamment quand on a réalisé toute la réflexion pour changer d'outils de catalogage. Je vous disais qu'on regroupe les acteurs donc, de ce réseau par des journées professionnelles, et on organise des groupes de travail thématiques et on met en place des plans de formation. Et ça aussi, ce sera intéressant parce que quand on a changé d'outil, Pascal vous expliquera un petit peu comment on a mis en place cette formation auprès des bibliothécaires. Donc comment ça s'est passé ? On a eu besoin de moderniser ce catalogue. Tout simplement parce qu'il y avait des vrais soucis. Auparavant, on était sur un autre outil qui ne correspondait plus du tout à nos attentes. Donc en 2019, on a mis en place des ateliers de préparation pour changer d'outil. C'est pour ça que j'insistais sur la nécessité d'une gouvernance un peu horizontale, si je peux dire ça comme ça, avec une grande transversalité. Donc on a mis en place des questionnaires, on s'est fait aider, des questionnaires, des tables rondes,
pour savoir ce que les bibliothécaires attendaient du nouvel outil qu'on était, afin de non pas partir bille en tête sur un CCTP, mais surtout, et d'autant plus un CCTP qui pourrait correspondre à 2-3 personnes, donc on voulait que le CCTP corresponde aux attentes du réseau et pas aux attentes de nous trois. Donc on a mis en place des tables rondes, on a fait des benchmarks aussi, on a eu 4 logiciels, donc bien évidemment vous doutez bien que Syracuse a été présenté, et à l'issue de cela on a co-rédigé un cahier des charges avec avec un petit groupe de travail des bibliothécaires du réseau. Et je crois que c'est bon et je passe la parole à ma collègue. Bonjour à tous et toutes. Comme expliquait Valérie, le besoin s'est fait sentir, mais de plus en plus vers un changement d'outil. Et d'autant plus qu'on a eu plusieurs constats au fil des années, depuis 2018 jusqu'à 2023, c'est que de nombreux musées, bibliothèques de musées nous ont rejoints. Et notamment le musée du Louvre qui est venu en force, puisque le catalogue s'est enrichi de 210 000 notices. Ensuite, chaque année, on a eu des migrations successives. Donc 2019, les données du SMF, donc l'unité documentaire du service des musées de France. Ensuite, nous avons eu une petite migration du service culturel du musée Orsay. Donc, la bibliothèque de conservation avait déjà ces données dans le catalogue, mais là, c'était un complément de leur service culturel. Nous avons ensuite intégré les données du musée de l'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et celui de la préhistoire, donc des Zézis de Taillac, et les données également du musée des monuments français. Ensuite, 2022, une autre entrée dans le catalogue avec la bibliothèque du musée Picasso Paris, qui était très intéressant pour nous parce que c'est encore un fonds qui vient enrichir au niveau des thématiques du réseau, avec presque 9000 notices, des tirés à part, un complément de migration des bibliothèques du musée du Louvre. On en dit tiré à part du département des antiquités grecques et étrusques. Oui, si, il y a des départements grecs, étrusques et romaines, et les tirés à part coptes pharaoniques. Et nous avons aussi intégré le fonds Bréjon du musée Magnien. Donc c'est un fonds spécifique qui était dans des tableurs et qui n'était pas dans le SIGB. Et enfin, en 2023, nous avons intégré un tout petit fonds du musée de Sèvres, de la céramique, qui nous avait émis le souhait de nous rejoindre dès que nous passerions sur un autre outil. Donc voilà. Alors pourquoi moderniser le catalogue collectif ? Donc par rapport à notre ancien système, il y a des différents enjeux. D'abord, améliorer la visibilité de ces notices, valoriser les ressources avec différentes facettes, donc permettre aussi des échanges de données, donc avoir un système qui puisse communiquer et être interopérable avec d'autres systèmes, exposer aussi des fonds spécifiques, puisque dans toutes les bibliothèques, il y a des fonds très, très divers et variés, des legs de donateurs assez célèbres aussi. Il nous fallait sécuriser les données, puisque notre ancien système n'était pas vraiment sécurisé et il était en HTTP. Et là, la politique du ministère aussi de sécuriser tous les sites au sein de ces établissements. Ensuite aussi veiller à une bonne appropriation du SIGB, c'est-à-dire avoir aussi un outil facile d'appropriation, facile d'accès pour tous les utilisateurs et assurer aussi des formations pour tous.
et bien évidemment être en autonomie, donc avec des données en cloud et full web, parce qu'il faut savoir que notre ancien outil était un client, donc chaque il s'était installé sur chaque poste et le serveur était hébergé au ministère. Alors les objectifs aussi, donc c'était profiter d'un SIGB normalisé, moderne et simple d'utilisation, bon ça comme et facile pour les utilisateurs, une interface web. Alors améliorer la visibilité, on l'a déjà souligné, et il faut aussi avoir un DAM, donc pour pouvoir gérer les documents primaires, puisqu'on a un certain nombre de documents, notamment des conférences, des captations de l'auditorium du Louvre, avec des captations et des documents natifs qu'il fallait intégrer et qui soient valorisés dans un outil qui puisse les lire, etc. Et également structurer un portail simple pour promouvoir donc le réseau et les collections. Alors, le budget, donc, il y a eu un marché conclu pour 8 ans, donc la tranche 1, donc, qui concernait l'adaptation, l'intégration des données, la formation des utilisateurs. Bon, alors bon, il y a des chiffres qui sont annoncés là, qui sont la réalité. Et la tranche 2, donc l'abonnement, l'hébergement, la maintenance, l'évolution, voilà. Du coup, je sais pas pourquoi on allait. Alors, je vais faire un petit rappel des différentes étapes aussi de modernisation du catalogue, donc avant la mise en ligne. En juillet 2022, donc le marché a été publié, donc le CCTP est finalisé et on a donc lancé ce marché. En octobre 2022, on a constitué déjà un copil pour analyser les offres. Du coup, on a participé, tout le réseau a participé pour choisir le candidat. Donc, on a eu 2 offres, 2 réponses, Archimède en l'occurrence, et OCLC. Voilà, le choix s'est porté au final donc sur Archimède avec Syracuse comme outil. Et la notification donc, a eu lieu le 17 février 2023 et le 21 mars 2023, donc la première réunion de lancement du projet, avec donc une présentation de l'outil, la méthodologie, le calendrier, la mise en œuvre, et puis la présentation du chef de projet côté Archimède. Et puis donc de mon côté, c'est moi qui ai suivi l'intégration et le paramétrage de l'outil. Déjà en avril 2023, donc la cellule du C2RMF a eu des premières formations administrateurs sur le SIGB et le portail. Et en juin 2023, donc, comme nous nous appuyons sur le réseau et sur les référents des différentes bibliothèques, donc, nous avons constitué un copil, donc SIGB, avec 9 bibliothèques représentatives du réseau, pour lesquelles j'ai formé il y a eu une formation de testeurs, de catalogueurs testeurs, parce que on avait besoin de force vive pour tester les itérations. Donc après la reprise des données, à chaque itération, on faisait des tests avec différents critères. On passait tout en revue, donc au niveau des notices, des champs, etc. Et il y a eu énormément de retours et de tests, et puis qui a permis de vraiment travailler sur un outil qui nous correspondait. Il y a eu également des allers-retours entre justement les testeurs de notre côté et Archimède, pour parfaire vraiment l'outil. En 2024, on a aussi pu paramétrer des sets OAI, puisqu'il y avait un souhait
différents établissements de récupérer voilà, les jeux de données en OAI. Des passerelles Z3950, bon, bien évidemment pour la BNF, le SUDOC, Frantic également, qui était un besoin pour le musée d'archéologie nationale et le musée national de la préhistoire des ESI, puisqu'ils sont aussi sur ce catalogue collectif et voilà, il fallait pouvoir récupérer les notices de ce catalogue. Et alors, nous avons installé récemment aussi la passerelle WordCat et il y a un souhait de récupérer aussi les notices de la Bibliothèque nationale de Pologne, mais ça, il faut qu'on paramètre encore. Donc voilà, je vous disais qu'à chaque itération, donc, il y a un contrôle qualité qui a été effectué. Donc oui, tous les champs, l'indexation... voilà. Ensuite, il y a eu aussi un copil portail de constitué pour la partie du coup affichage sur le portail et structurer l'arborescence, voir quelle facette on allait appliquer. Et puis également, donc, en même temps, la mise en œuvre, la planification de formation sur mesure avec donc les formatrices de chez Archimède pour pouvoir vraiment correspondre aux besoins des catalogueurs. Et je disais pour les 45. Oui, pour les 45. Il y a eu en fait 4 sessions avec voilà, donc, l'ensemble des catalogueurs du réseau qui ont été formés tous. Voilà, la même information pour chacun et la même formation. Et j'étais là aussi à chaque session pour on va dire, recontextualiser à certains moments au niveau des... Voilà, avec la formatrice. Et la dernière itération où là, donc, on a repris l'ensemble des données du catalogue, de l'ancien catalogue, fin décembre 2023, pour enfin mettre en ligne le 9 janvier 2024. C'était un peu long, excusez-moi, mais... Ensuite, alors, c'est pas terminé, puisque bon, on a toujours des projets d'améliorer le SIGB, la qualité des données. Voilà, on a dans notre réseau la bibliothèque du musée Guimet, qui est la bibliothèque, le musée des arts asiatiques et d'Extrême-Orient. Donc du coup, beaucoup de publications en langue non latine. Et donc voilà, on est encore sur le développement de fonctionnalités avancées pour le B-écriture. Voilà. Ensuite, on continue à améliorer nos données en dédoublonnant, en enrichissant, en s'alignant avec des référentiels. Et là, je m'appuie aussi sur le copil SIGB qui, dès le départ, était présent. Et là, maintenant, est devenu un copil, on va dire, qualité de données pour améliorer toujours notre catalogue. Donc, on a repris aussi un fonds, enfin toutes les données justement de documents primaires, données numériques, des documents provenant de différents fonds des bibliothèques du réseau. On essaye de travailler sur l'interopérabilité avec les bases de données de gestion des œuvres et les portails spécifiques de certains établissements, puisque certaines bibliothèques ou certains établissements ont développé des projets de portail fédérés, et notamment le centre d'études picassiennes, donc la bibliothèque musée Picasso, donc il y a un portail fédéré et qui récupère nos données via l'OAI. Et ça fonctionne très bien. Et donc voilà, il y a également un travail encore sur les périodiques. Donc nous sommes en attente du nouveau module qui normalement devrait correspondre à nos besoins, puisque bon, le premier module était très axé, on va dire, bibliothèque publique, et on a quand même des fonds hyper spécialisés et avec des périodiques qui ont des fonds, enfin des particularités, différents niveaux de volume, de taux maison, etc. Et là, on ne pouvait pas gérer avec l'ancien module. Donc normalement, ça devrait arriver. Pascal, vous attendez une mise à jour de Syracuse, c'est ça, pour bénéficier du nouveau module. Le nouveau module de périodique, oui. Et ensuite,
alors, oui, il y a eu un gros travail sur le portail et sur l'affichage des notices détaillées. Donc, pour chaque type de document, donc les notices. Alors, c'était un souhait aussi de l'ensemble des catalogueurs du réseau, puisque les notices sont très complètes et avec des tables des matières, avec voilà, donc ça peut être des résumés, ça peut être une indexation très fine. Donc, on voulait que ça s'affiche vraiment sur le portail également pour le public qui est souvent c'est un public de chercheurs. D'étudiants, voilà, niveau master et plus, etc. Voilà. Et alors, quelques petites copies d'écran de notre catalogue. Bon, et puis, auparavant, des chiffres pour vous donner une idée un peu de notre base de données. Donc, voilà, on a 594 000 notices bibliographiques, 665 225 notices exemplaires, et avec un détail sur la richesse de nos fonds. Comment ? Ouais, 420 158 monographies, voilà, 6 500 titres de périodiques. On a énormément de fascicules, des articles dépouillés aussi, tirés à part, livres anciens, documents sonores. Et on a aussi d'autres documents que je n'ai pas mentionnés, mais des documents cartographiques, des partitions, voilà, qui complètent ce fonds. Et donc, alors, notre SIGB, partie professionnelle, donc voilà, pour se connecter depuis le portail. Donc, c'est une petite copie d'écran. L'accès professionnel est à gauche après. Et ensuite, on accède. Voilà. Ensuite, on accède à l'interface pro. Et là, vous avez l'affichage de la page documents dans le catalogue général, donc c'est-à-dire une notice bibliographique. Et là, une petite vue du menu de l'index des facettes. Et il faut savoir que c'est pareil, on a fait du sur-mesure. On a demandé, on avait quand même des exigences parce qu'on a des catalogueurs très, très pointus. On a travaillé sur les index, sur les facettes, voilà, sur qu'est-ce qu'on voulait voir s'afficher, les colonnes aussi, les différentes rubriques des colonnes. Voilà, le type de notice, on voulait. Ça a été vraiment du sur-mesure. Hein. Pareil pour la partie exemplaire. Donc, on a également demandé certaines facettes, certaines données dans l'index. Et pareil au niveau des colonnes. Alors, il faut savoir aussi qu'on a demandé à changer certains libellés qui, pour nous, étaient des libellés plus lecture publique. Et du coup, on a pu changer aussi pour que ce soit plus adapté à nos fonds. Voilà par exemple le choix des grilles de catalogage qu'on a, c'est pareil, donc paramétrées en fonction des besoins du réseau. Donc ça correspond vraiment à nos besoins et elles sont uniquement en marque, c'est-à-dire avec les zones unimarques. Elles ne sont pas des grilles simples puisque bon. On avait un petit peu l'habitude, oui, c'était l'habitude des catalogueurs. Ouais, et donc là, chaque ligne qu'on voit, c'est un type de grille différente. Oui. Donc le type de notice, donc périodique, c'est logiciel CD-ROM, etc., etc. Donc à chaque ligne, on voit que c'est une grille qu'on a créée, puisqu'elle n'est pas système. Hein. Donc à chaque fois, c'est une grille qu'on a créée pour vous, des spécifications qu'on a étudiées ensemble. Alors c'est vrai qu'on a travaillé vraiment main dans la main avec le chef de projet et on a paramétré vraiment sur mesure toutes ces grilles et par la suite donc j'ai appris à le faire aussi moi-même. Du coup c'était aussi un passage, une transmission au niveau des connaissances et j'ai pu paramétrer. Maintenant je peux paramétrer aussi d'autres grilles dont on aurait besoin. Alors là une grille vierge pour cataloguer les monographies. Et on peut rajouter des informations par défaut, donc ça fait gagner du temps. Bon, ça c'est si vraiment on va cataloguer ex nihilo, donc si on n'a pas, bon c'est après, si on ne trouve pas l'ouvrage en fait dans la dérivation, c'est-à-dire là on a
une fluidité au niveau du travail, parce que la plupart de nos notices et de nos ouvrages en fait sont dérivés depuis le Sudoc, la BNF, on a Frantic et là WordCat également. Et donc, par exemple, on choisit une notice qu'on souhaite dériver, on peut la prévisualiser. Donc, les champs qui sont surlignés en rouge, ce sont les champs en fait qui vont être supprimés, donc parce qu'on applique des filtres et ce qu'on souhaite conserver. Donc, la notice à droite, c'est elle qui va être enregistrée dans le catalogue. Oui, c'est ça, vous avez avant, après, et on voit visuellement ce qui va se passer. Ça vous permet de vérifier. Alors, exactement. Alors, j'ai pas mis non plus, mais il y a des filtres des fois qui sont en orange. Ce sont des champs qui sont modifiés. On les conserve, mais on modifie la destination, soit l'indice change. Bon, voilà. Et ensuite, notre notice est importée et dérivée. Et alors on n'a pas accès au. Non, du coup, on pensait. Ça sera votre surprise. On vous a. Alors, en fait, on vous a. C'est une petite erreur de notre part. On pensait qu'on pouvait se connecter sur le portail. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, on vous a concocté. On vous a apporté des petits marque-pages. Et dedans, vous avez l'adresse du catalogue collectif. Donc voilà. Donc vous verrez en tout cas qu'en fait, ce portail du réseau, c'était pour nous bien évidemment une aubaine, puisqu'on n'avait pas de portail. On avait juste un OPAC qui nous permettait auparavant d'accéder au catalogue collectif. Donc c'est vrai que l'offre d'Archimède était extrêmement intéressante pour nous. Et ça a permis, grâce à ce portail, de valoriser, vous avez bien compris, le réseau, le catalogue, et permettre enfin d'avoir un panorama aussi, comme je vous l'ai montré, de toutes les bibliothèques qui constituent ce réseau. Donc en fait, c'est vrai que ce portail, pour nous, c'était... on a essayé de jouer sur l'icono, puisqu'on travaille beaucoup sur l'iconographie en histoire de l'art, et on a essayé de faire quelque chose d'assez beau. Et là-dessus, on a eu l'aide précieuse d'Archimède pour la mise en œuvre de ce portail. Voilà, donc on vous remercie beaucoup. Et peut-être une petite question. Est-ce que, à la suite de ce travail-là, vous avez eu des retours concrets d'usagers ou de collègues des musées par rapport à la partie visible aussi du portail? Est-ce que on trouve plus facilement des collections, ou c'est peut-être difficile à apercevoir? Alors, je commence à répondre. Ouais, tu continueras peut-être. Comment dire, on n'a pas assez de recul en fait par rapport à cela. Je sais moi j'ai eu beaucoup de remarques en interne, ça c'est clair, notamment au C2RMF. On a eu des remarques dans la salle de lecture de notre bibliothèque, et moi j'ai des remarques de mes collègues qui sont chercheurs aussi et qui trouvent beaucoup plus facilement l'information qu'auparavant. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que maintenant, je peux leur dire, va voir dans le catalogue collectif, tu trouveras l'information que tu recherches. Auparavant, c'était pas possible. Je la faisais pour eux. On se passait un petit mail en interne. Est-ce que tu sais où c'est? Moi, par rapport justement au travail qui a été fait sur l'affichage des notices, donc il y a eu des choses qui ont été faites, finalisées récemment. Et j'ai eu une réunion avec mes collègues là en Copil il n'y a pas longtemps pour travailler sur le référentiel d'ailleurs. Et je leur ai fait, en fait, je leur ai pas dit qu'on avait finaliser, en tout cas continuer ce travail. Et ils ont eu une bonne surprise parce que du coup, il y a plein de champs et plein d'informations qui se sont affichées là dans la semaine qui a précédé la réunion. Et ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un retour très très positif. Ouais. Non, franchement. Alors ce que je voulais souligner aussi, mais je pense que Valérie est d'accord, c'était l'adaptabilité des équipes d'Archimède et l'écoute qu'on a pu avoir durant tout ce projet et même un peu après, puisqu'à partir de la mise en prod au 9 janvier, c'était pas terminé. Il y avait encore beaucoup de paramétrage, affinés, recadrés, quelques bugs, etc. Mais en tout cas, on a continué à travailler
sur le projet et sur l'outil pour vraiment obtenir voilà, quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais là, on est bien. C'est vrai qu'on comprend que vous-même évoluez, forcément. Demain, vous allez peut-être avoir de nouvelles attentes. Vous comptez sur nous aussi pour vous accompagner aux besoins. Mais vous êtes aussi autonome sur beaucoup de parties. Et nous-mêmes, comme on a un outil fortement évolutif, on propose jusqu'à 3 mises à jour majeures par an. Donc c'est même beaucoup. Alors l'idée, c'est que vous en passiez une annuellement pour que vous puissiez profiter des nouveaux modules. Là, le prochain, on a compris le nouveau module périodique qui vous intéresse particulièrement. Ça fait aussi que ça peut vous aider à améliorer encore, pendant, j'espère, de longues années, votre façon de travailler avec le professionnel. Puis, bon, on est ravis d'avoir entendu que les collègues sont contents du résultat. Et puis c'est pareil, on a adhéré dès fin 2023 à l'ADULOA, donc qui est l'association des utilisateurs des logiciels Archimède. Et pour le coup, c'est vrai que l'intérêt aussi, c'est de travailler ensemble pour faire évoluer le produit. Et donc la communauté, et notamment le club d'utilisateurs, pousse vraiment vers des évolutions. On voit que voilà, c'est pareil. Vous êtes à l'écoute et vous intervenez à chaque assemblée générale. Donc ça, c'est aussi un plus. Et là, on est sur plein d'autres projets, intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est aussi, voilà, vous suivez les évolutions également. Oui, merci d'en parler, Pascal. En effet, on a un club utilisateur qu'on rencontre physiquement 2 fois par an. Alors ça nous permet en effet de répondre à des problématiques que vous avez. Et nous, ça nous intéresse que ça vous évite de partir sur de mauvaises voies. Donc on écoute les remontées du LOA, c'est plus de 100 clients qui sont représentés. Donc on a plutôt intérêt à entendre ce qu'ils ont à dire. Et ça influence forcément nos choix de développement dans la roadmap. Et ça nous permet aussi de redescendre des informations d'intelligence artificielle. Voilà, il y a peut-être des gens qui ne nous attendaient pas dessus. On leur montre ce qu'on est en train de travailler en ce moment. La démarche UX Design pour avoir des portails plus pertinents pour les différents publics. C'est aussi quelque chose qui marche bien en ce moment. Et puis autre sujet qui est tendance, c'est le RG2A, le respect du RG2A pour l'accessibilité. Donc ça nous permet de vous montrer les actions qu'on a menées, souvent à la demande de quelques clients, et qui en fait profitent finalement à l'ensemble de notre parc client, parce que voilà, quand on fait une mise à jour Syracuse, c'est pour tout le monde, donc tout le monde en profite. Je ne sais pas s'il y a un système de questions-réponses prévu ou s'il faut s'arrêter là. C'est terminé. Merci alors. Bon. On peut peut-être se voir à la sortie s'il y a une question pour y répondre. On prend avec grand plaisir. Une question ? Je ne sais pas. Merci beaucoup.